Bien le bonsoir, comment allons-nous? Ne me répondez pas, je vous entends pas, donc écrivez-le-moi dans les commentaires. J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous raconter non pas 5 histoires, comme je l'avais prévu de base, mais j'avais un peu le temps, du coup je me suis dit je vais rajouter 5 de plus. Ça me fait plaisir, apparemment vous aimez ça, donc tant mieux. J'amorce le truc parce que il est possible qu'entre les deux tournages, je suis allé chez le coiffeur. Donc c'est pour ça que j'ai les cheveux plus courts, c'est pour ça que j'ai pas non plus les mêmes vêtements parce que ça peut peut-être vous surprendre, mais je me lave. Je commence le tournage et les travaux en bas de chez moi reprennent. Et j'aime quand les étoiles s'alignent. J'espère que vous n'entendrez pas ce qu'il se passe dehors et j'espère aussi que vous allez aimer la vidéo. Ça c'est important. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime. Faites-le s'il vous plaît. Vraiment. Parce que je vois ceux qui regardent la vidéo et qui ne laissent pas un petit j'aime alors qu'ils me disent en privé « J'adore ce que tu fais ». Derrière les paroles, il faut les actes. Abonnez-vous aussi, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Faites-le aussi, c'est très important. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram que je vous ai fait juste ici à KenTV si vous souhaitez me partager une histoire effrayante qui vous est arrivée. Là-bas, je demande votre avis aussi sur certaines choses, si vous souhaitez tel format ou tel format. Je vous pose des questions, on parle un petit peu. Il y a beaucoup de photos de lui là. Je fais aussi des covers, je poste des news, tout ça quoi. Enfin tout ce que fait un créateur de contenu des plus classiques. Maintenant que tout est dit, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Et si c'est le cas, on est parti pour se plonger dans nos 10 raids d'horreur qui se passent chez nous, en France. Cocorico, tu vas rester à côté de moi comme ça tout le temps là ? L'histoire que nous allons voir ensemble dans un premier temps sera celle de quelqu'un que nous appellerons Willem. Willem nous dit qu'il vivait dans un immeuble d'appartement au 2e étage à Nancy et il vivait avec son petit ami. Au moment des faits, il raconte qu'il y avait quelques tensions dans son couple et donc il a décidé avec son petit ami de faire une pause. Son petit ami, lui, est rentré chez ses parents tandis que Willem, lui, est resté au domicile. Il explique qu'il était vraiment pas bien à cause de cette pause, à cause de la tension qu'il y avait, et donc la nuit, il ne dormait que très peu. C'est donc quand les premières lueurs du jour arrivaient que là Willem trouvait le sommeil, et donc son rythme a été décalé, c'est-à-dire qu'il avait plutôt tendance à vivre la nuit que le jour. Un soir, il s'est réveillé à 3h du matin, il avait dormi toute la journée. Willem s'est donc levé et il est allé dans la cuisine pour trouver de quoi s'alimenter un petit peu. Il met de l'eau à bouillir et en attendant, il décide d'aller sur son balcon pour fumer une cigarette. Il était encore pas très bien réveillé, encore dans son sommeil, il réfléchissait beaucoup pendant qu'il fumait à sa situation amoureuse, mais c'est alors qu'il est en train de cogiter à tout ça qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un dans la rue au bas de l'immeuble qui est là. D'abord, Willem n'en tient pas compte. Il se dit que c'est tout simplement un passant qui est là, qui était au téléphone, mais rien d'anormal à signaler. Willem se doute que cet individu est au téléphone car il arrive à entendre sa voix et lui continue de regarder un peu ici et là, étant dans ses pensées, mais à un moment donné, le silence l'interpelle. Il n'entend plus l'homme qui était au bas de chez lui. Donc, un peu curieux, mais sans plus, il pose ses yeux au bas de son immeuble et cette fois-ci, il voit quelque chose qu'il décrit comme étant la chose la plus effrayante de sa vie. Il voit l'homme qui cette fois-ci est complètement nu, un couteau à la main et qui regarde directement dans sa direction. Willem ici met du temps à comprendre ce qu'il se passe. Ça semble tellement irréel, invraisemblable, que son cerveau n'assimile pas tout de suite la situation. D'ailleurs, l'homme a parlé avant que Willem n'eût le temps de réagir. L'homme lui criait « Qu'est-ce que t'as ? Que veux-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et bien sûr, entre ces diverses phrases, cet homme lâchait pas mal d'insultes envers notre bon Willem. Là, Willem comprend qu'il y a quelque chose d'anormal, la peur commence à se créer dans son cœur et donc il décide de rentrer dans son appartement extrêmement rapidement. Bien qu'il soit normalement en sécurité, il vit au 2e étage, on ne peut pas rentrer chez lui comme ça, Willem a ce sentiment d'insécurité, donc il verrouille toutes les issues par précaution. Willem essaye de reprendre ses esprits, il entend toujours l'homme à l'extérieur qui lui crie dessus, et puis à un moment donné, le silence revient s'installer pendant quelques temps. Et ce silence est de nouveau brisé, cette fois-ci non pas par une voix, mais par le bruit d'autre chose, comme si l'homme à l'extérieur tapait sur un objet qui était là. Et ensuite, l'homme s'est remis à hurler. Willem a peur, il se sent très mal, il commence à pleurer, et il prend une décision qui ne lui est pas venue instinctivement de base. Cette décision, c'est d'aller dans sa chambre, s'enfermer et d'appeler les forces de police. Il a donc quelqu'un, la personne en ligne lui explique qu'une patrouille est en train d'être dépêchée. Tout simplement
parce qu'un des voisins avait été alerté par les bruits et avait déjà appelé la police. Au bout de quelques minutes, la police arrive sur place. Willem est rassuré, il attend un peu, il se dit qu'enfin la situation va être réglée, donc la pression qu'il avait commence petit à petit à descendre, et une fois qu'il a pu reprendre ses esprits, là il se décide de rejoindre les policiers afin d'en savoir plus. Déjà, un voisin était là, celui qui avait appelé, il discutait avec des agents de police dans le hall de l'immeuble, et en arrivant sur place, Willem voit tout de suite que la vitre de l'immeuble était gravement abîmée, c'est-à-dire qu'elle avait été attaquée et que quelques coups de plus auraient permis de la briser et donc de rentrer dans l'immeuble. Il y avait également du sang et tout de suite les policiers sont plutôt sûrs de la chose, ce sang n'est pas celui d'une victime mais de la personne qui était nue avec le couteau. Willem est sûr, et on lui a confirmé la chose, que les bruits qu'il avait entendus de l'homme qui tapait, c'était en fait des coups qui étaient portés sur la fameuse vitre avec le couteau. Le couteau, lui, a été retrouvé chez un voisin sur la terrasse de ceux qui vivaient au premier étage. Willem pense que, de base, l'homme avait essayé d'envoyer le couteau sur sa terrasse à lui, ce qui est possible, mais la hauteur faisant, il n'a pas réussi à l'atteindre. L'homme a été arrêté. C'était un homme qui avait d'énormes problèmes psychiatriques. Il était normalement sous la surveillance de sa famille, mais il avait réussi à échapper à leur vigilance. Il aurait, sur le trajet, menacé un passant, et à la suite de toute cette histoire, l'homme a été envoyé en hôpital psychiatrique pour être pris en charge et ainsi assurer sa sécurité, mais également la sécurité des autres. Finalement, Willem, assez dérangé par ce qu'il s'était passé, a décidé avec son petit ami de déménager, de changer d'appartement pour quitter cet endroit où il y avait donc ce mauvais souvenir. Ça l'a énormément travaillé, à tel point qu'il a dû aller voir un psychologue, parce que toute cette histoire lui a déclenché des traumatismes, il était très souvent paranoïaque et il explique aujourd'hui qu'il va mieux, qu'il est nettement moins angoissé et que sa paranoïa a grandement diminué. On ne peut que lui souhaiter qu'il se débarrasse complètement de ses angoisses et de ces périodes de paranoïa. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Sarah. Sarah nous explique que ses parents se sont séparés quand elle était âgée de 9 ans. Quelques mois après la séparation, sa maman a rencontré un autre homme que Sarah a appelé Kevin, et au début, la relation avec donc ce beau-père se passait très bien. Kevin jouait avec Sarah, avec son frère, il était très sympathique, et à un moment donné, la maman de Sarah est tombée enceinte de Kevin. Toute la famille était très contente, car Sarah et son frère se disaient qu'ils allaient pouvoir rebâtir une famille qui avait été brisée. C'était quelque chose qui tenait énormément à cœur à la jeune fille parce que elle voyait très peu son père, elle sentait qu'elle commençait à s'éloigner, donc elle avait cruellement besoin d'un papa et Kevin semblait pouvoir assurer ce rôle-là. Bon, la famille va s'agrandir, il faut donc changer d'appartement car le logement actuel est trop petit pour accueillir tout le monde. La maman en trouve un rapidement, mais pas vraiment dans la même ville que là où initialement tout le monde vivait. Le déménagement se fait, ce qui inclut aussi pour les enfants un changement d'école. Et ça a été quelque chose d'assez compliqué pour Sarah car elle explique qu'elle avait un peu de mal à se faire des amis, elle avait plutôt tendance à rester dans son coin, donc dans une nouvelle école, elle a dû reprendre les bases et donc pendant longtemps, elle a été seule. 9 mois passent, l'enfant à naître arrive et c'est après la naissance de cet enfant que là, les choses avec le beau-père de Sarah ont commencé à devenir de plus en plus étranges. Kevin commençait à insulter Sarah. Il restait devant la porte de la salle de bain en la menaçant, disant que si elle sortait, elle allait se faire taper. Et finalement, c'est quand elle n'a plus entendu de bruit que là, Sarah est sortie, elle allait directement s'enfermer dans sa chambre et elle en est plus sortie jusqu'à ce qu'elle doive aller à l'école le lendemain. Et ça, c'était la base d'un quotidien absolument affreux pour Sarah. C'est-à-dire qu'à partir de cet événement de la salle de bain, là, elle ne sait pas pourquoi, mais elle se prenait constamment des insultes et des menaces de la part de son beau-père. Quand on parle de menaces, il y avait des menaces d'être battue, mais également des menaces de mort. La maman de Sarah, elle ne voyait rien. Elle était fatiguée et préoccupée par le nouvel enfant. Et un peu plus tard, la famille a décidé d'adopter un chat. Le chat a été adopté. C'était un chat très sociable, adorable, très câlin. Mais il était très jeune. Donc, il n'avait pas encore son éducation qui avait été complètement faite. C'est-à-dire que le chat pouvait parfois faire ses besoins en dehors de la litière. Et malheureusement pour le chat, à un moment donné, il a fait ses besoins sur un pull qui appartenait à Kevin le beau-père. Et ça a entraîné la colère de Kevin
et il s'est donc lancé dans de la maltraitance sur les animaux. Il prenait le chat, il le jetait contre les murs. Et assistant à cette scène et complètement impuissant, la maman de Sarah et le frère, voulant assurer quand même la sécurité du chat, ont été obligés de le donner à une famille qui prenait bien soin de lui. Parce que pour les membres de la famille, à part le beau-père, ils étaient sûrs qu'un jour ils allaient rentrer et le chat ne serait plus là. 1 an après les événements du chat, la famille a déménagé, cette fois-ci dans une maison. Jusque-là, ils vivaient dans un appartement, mais là, ils ont réussi à trouver une maison dans leur budget qui permettrait d'avoir une meilleure vie, normalement, que dans l'appartement. Et Sarah explique que c'est à partir du déménagement que les choses ont empiré. Avant, le comportement de Kevin vis-à-vis de Sarah était uniquement violent, et surtout verbalement, c'est-à-dire qu'il l'insulte ou avait des menaces à l'encontre de Sarah, mais il n'allait pas plus loin que ça. Mais justement, après le déménagement, les choses se sont aggravées. En plus du comportement qu'il avait jusqu'à présent, Kevin commence à avoir des gestes qu'il ne devrait en aucun cas avoir auprès d'une jeune personne. Il a les mains baladeuses, il force Sarah à s'asseoir sur ses genoux. Ses propos étaient toujours de plus en plus durs, il traitait Sarah vraiment comme si elle n'était pas une personne. Il disait par exemple à Sarah qu'elle ferait mieux de mourir car personne ne voulait d'elle ici. On pourrait se demander pourquoi la maman de Sarah ne réagissait pas au bout d'un certain temps, mais la réponse est en fait très simple, c'est qu'elle aussi était la victime de ce fameux beau-père. La situation qu'il y avait à la maison commençait à avoir un impact à l'extérieur, c'est-à-dire que bien que Sarah avait du mal à sociabiliser, là c'était encore pire à l'école, elle s'isolait énormément, et c'est avec le fait que l'enfant qui est né a grandi et qu'ils doivent commencer l'école que là, la situation s'est désamorcée. Effectivement, la maman de Sarah a eu le courage de prendre les choses en main et elle a décidé de se séparer de Kevin, le beau-père qui maltraitait tant sa famille. Donc la famille, à part Kevin, a emménagé dans le village où elle vivait initialement. C'est là-bas que le nouvel enfant a commencé l'école. Et juste avant le déménagement, Sarah se souvient très bien qu'elle a été emmenée au sport par Kevin et Kevin lui a dit tout gentiment « Pourquoi es-tu fâché contre moi? Je ne t'ai jamais rien fait. » Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle le culot. Heureusement, après tout cela, Sarah n'a plus revu Kevin, mais tout ce qu'elle a vécu a eu un énorme impact sur elle. Ça a grandement impacté sa psychologie, ça lui a donné des envies de se donner la mort, des insomnies, elle a fait des séjours à l'hôpital. Encore aujourd'hui, elle est suivie par une personne qualifiée. On ne peut que souhaiter à Sarah qu'elle soit bien prise en charge, avec respect, bienveillance, pour qu'elle puisse reprendre une vie heureuse, une vie qu'elle a amplement méritée. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous partager ce qu'a raconté Annie. Annie explique qu'au moment des faits, elle avait 26 ans, qu'elle était professeure et qu'elle a rencontré une autre personne, Tiffany, avec qui le courant est extrêmement bien passé. Tout de suite, ça a matché. Tellement qu'une amitié en dehors du lieu de travail s'est nouée, elles avaient l'habitude de se rencontrer à l'extérieur et donc elles partageaient aussi, de par leur métier commun, les mêmes vacances, notamment les grandes vacances. Et c'est pendant cette période que Tiffany a proposé à Annie de passer quelques jours dans la maison de ses parents. Les parents étaient en voyage, la maison était dans le sud, donc c'était l'occasion de faire de belles vacances entre filles. La maison était spacieuse, il y avait un grand jardin, une piscine. Vraiment, c'était un endroit rêvé pour passer des vacances d'été. Annie a accepté, elle y est allée et effectivement, le séjour se passait extrêmement bien. Et un soir, les deux femmes regardaient tranquillement la télé et Annie a voulu regarder son téléphone. Elle l'avait pas sur elle tout de suite car elle l'avait mise à charger sur la table de chevet dans une des chambres. On est en été donc il fait chaud. Pour laisser entrer un peu de fraîcheur la nuit, les fenêtres étaient généralement ouvertes et le coin étant plutôt calme, jamais de questions concernant la sécurité ne s'est jamais vraiment posée. Pour qu'on voit un petit peu comment les fenêtres sont, elle nous explique que certaines fenêtres ont des barreaux aux fenêtres, d'autres des moustiquaires, on en était donc c'est sûr que ça peut aider pour pas se faire piquer. Et dans la chambre où dormait Annie, il y avait une moustiquaire et elle se rend compte que la moustiquaire est tombée quand elle va chercher son téléphone. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui interpelle sur le moment Annie, elle prend son téléphone, elle retourne voir le film avec Tiffany et une fois le film terminé, là les deux femmes décident d'aller se coucher. Tiffany voit que la moustiquaire de la chambre d'Annie est tombée, elle lui dit qu'elle va s'en occuper, que c'est quelque chose qui arrive, donc vraiment personne s'inquiète à ce moment-là. Sauf que quand Tiffany vient dans la chambre, elle se rend compte que là la moustiquaire est fixée. Comme si ce qu'avait vu Annie auparavant n'était jamais arrivé. Encore une fois, pas de question se pose, les deux filles se disent que peut-être elles ont juste mal vu, qu'elles étaient un peu fatiguées, enfin vraiment il n'y a aucun stress à ce moment-là,
Et donc finalement, la nuit de sommeil pour les deux filles commence. Ça se passe plutôt normalement. À quelques reprises, Annie est dérangée par des bruits qu'elle entend dans le couloir, mais elle se dit que c'est son ami, ou peut-être même son chat, c'est bien possible. Et à un moment, elle entend carrément des bruits dans sa chambre. Elle dit qu'elle avait l'habitude de laisser sa porte de chambre entrouverte pour que ça fasse des courants d'air, encore une fois pour avoir de la fraîcheur, et donc ce fameux bruit, encore une fois, ne l'alarme pas. Elle se dit que c'est probablement le chat qui était venu dans la chambre, et là, Annie est un peu inquiète parce qu'elle ne voudrait pas que le chat s'enferme dans un placard. Donc, un peu dans un demi-sommeil, Annie se réveille, elle ouvre le placard, au cas où, sauf qu'elle se rend compte que dans sa chambre, il n'y a pas de chat. Encore une fois, pas d'alarme ici dans la tête d'Annie, elle se dit au moins elle a ouvert le placard, si le chat rentre dedans il pourra pas s'enfermer, elle retourne se coucher. Le matin arrive, Annie se réveille, elle remarque que le chat dormait avec elle sur le dos, elle prend son téléphone tellement elle trouve le chat mignon pour le prendre en photo. Sauf que, en regardant les photos, elle se rend compte qu'il y en a une qu'elle ne se souvient absolument pas avoir prise. Cette photo, c'était les pieds d'Annie devant le placard. Naturellement, là, la surprise se crée dans l'esprit d'Annie. Elle va voir donc Tiffany dans sa chambre, pensant que c'est peut-être elle qui a pris la photo. Elle lui pose la question, mais non, ce n'est pas elle. Et en plus, par rapport à la dite photo, c'est sûr et certain que celui qui a pris cette photo était sous le lit d'Annie. Annie, elle, commence à bien stresser. Tiffany, elle, prend plutôt la chose à la rigolade à ce moment-là. Et finalement, le temps repasse. Les deux filles décident de mettre cette histoire de côté, elles n'ont pas d'explication, donc elles ne veulent pas non plus s'embrouiller l'esprit avec tout ça. La journée se passe, on arrive l'après-midi, les deux filles bronzent tranquillement à côté de la piscine, et à un moment donné, Tiffany demande à Annie de la prendre en photo sur un transat. Tiffany prend donc son téléphone, elle le déverrouille pour mettre l'appareil photo, mais c'est là qu'elle se rend compte que sur son téléphone à elle aussi, il y a une photo qu'elle n'a pas prise. Cette photo, c'est une photo d'elle en train de dormir. Annie, tout de suite, est claire sur une chose, ce n'est pas elle qui a pris la photo. Et c'est là que les deux filles comprennent quelque chose. Quelqu'un est en train de jouer avec elle. Le soir arrive ensuite. Les deux jeunes filles décident de maximiser leur sécurité. Elles veulent éviter le moindre problème, donc elles décident, plutôt que de laisser tout ouvert pour avoir des courants d'air, de tout fermer. Il n'y a qu'une fenêtre qui est laissée ouverte, celle avec les barreaux, et à cette fenêtre, on est sûr et certain que personne ne peut passer. Et donc la soirée se passe, bien sûr dans un climat assez particulier, on peut le comprendre. Les deux filles se mettent un film, et après celui-ci, elles vont se coucher. Toutes les issues ont été vérifiées avant ça, donc là le sentiment de sécurité est présent, on va dire que l'angoisse précédente a assez diminué, et les deux filles se couchent, et pendant la nuit, Annie entend un bruit. Ce bruit, elle ne l'entend pas comme la veille dans le couloir, elle l'entend directement sous son lit. D'un coup, Annie est terrifiée. Elle dormait, mais là la pression est montée d'un coup, directement. Elle ne savait pas quoi faire, elle se dit qu'elle devait absolument quitter la pièce, aller s'enfermer quelque part. Mais le couac, c'est qu'elle ne peut pas non plus laisser Tiffany comme ça seule, avec potentiellement un intrus. Elle se dit que dans la chambre de Tiffany, on peut verrouiller la porte à clé. Annie, elle, ne peut pas le faire. Et Annie se dit aussi qu'il faut qu'elle joue la carte de la sécurité. S'il y a quelqu'un sous son lit, elle ne peut pas partir comme ça et prendre le risque d'être attrapée. Donc elle décide de faire comme si elle pensait que c'était le chat. C'est une très bonne stratégie. En fait, elle fait comme si elle parlait au chat, elle dit pourquoi tu me réveilles, t'as faim, ok, je vais aller mettre des croquettes dans ta gamelle. Comme ça lui donne une excuse pour sortir de la chambre. En jouant un rôle qu'elle a très bien tenu, Annie s'est levée calmement alors qu'elle était intérieurement complètement apeurée. Elle est sûre qu'il y a quelqu'un sous son lit et elle se dirige donc tout aussi calmement dans la chambre de Tiffany. Elle entre et là, problème. La clé de la porte n'est pas sur la porte. Donc Annie réveille Tiffany. Elle lui explique, elle lui demande où est la clé. Tiffany, elle, ne se doute absolument pas de ce qu'il se passe, donc elle est encore un peu dans les bras de Morphée. Et c'est en voyant la panique d'Annie que là, elle se réveille bien et elle dit où est la clé. Et au moment où Tiffany indique où se trouve la fameuse clé, là, les deux amis entendent des bruits de pas. Les deux filles sont pétrifiées. Annie essaye de se ressaisir pour aller chercher la clé. Et finalement, elles arrivent in extremis à verrouiller la porte, au moment même où l'intrus a essayé d'entrer dans la chambre. C'est-à-dire que le loquet de la porte s'est verrouillé quand l'homme a utilisé la poignée. Les deux jeunes filles sont horrifiées. Elles se regardent, elles comprennent qu'elles sont en danger. Annie signale à Tiffany qu'elle doit prendre son téléphone pour appeler les services de secours. Annie, elle, ne peut pas le faire directement car son téléphone est dans sa chambre. Sauf que sur la table de chevet de Tiffany, il n'y a que le chargeur, plus de téléphone. Et c'est là qu'elles entendent derrière la porte un rire qui les a pétrifiées. Il est sûr que l'intrus avait préparé son coup de manière extrêmement méticuleuse. Il avait dû prendre le téléphone au préalable pour empêcher les jeunes filles d'appeler les secours. Et il avait dû entendre la conversation des deux jeunes filles quand elles se sont dit qu'il fallait appeler la police. Et sachant ce qu'il avait préparé, ça l'avait fait rire. Et c'est là qu'Annie va avoir une idée excellente. Elle se dit, ok, cet homme ne doit pas savoir
qu'on est professeur, donc on peut inventer une situation. Elle dit, Tiffany, utilise ton téléphone professionnel, tu l'avais laissé dans ton sac, alors que Tiffany n'en avait aucun. Et ensuite, les deux femmes imitent une conversation avec la police. C'est très ingénieux. Et d'un coup, dans le couloir, il n'y avait plus aucun bruit. Mais, par contre, à l'extérieur du domicile, là, un bruit interpelle les deux jeunes filles. Ce bruit, c'était celui d'une voiture qui démarrait en trombe. Les deux jeunes filles comprennent donc qu'elles ont réussi à faire fuir la personne qui les horrifiait. Comprenant que l'homme était parti, les deux jeunes filles décident de se précipiter aussi à l'extérieur du domicile, d'aller dans leur véhicule pour se rendre directement en direction de la gendarmerie. Sauf que, en arrivant au niveau de leur véhicule, elles se sont rendues compte que les roues de celui-ci avaient été crevées, donc impossible pour elles de se déplacer. Autre solution choisie, se rendre rapidement chez un voisin. Le voisin a ouvert et tout de suite, là, les deux jeunes filles se sont senties en sécurité. La police a été contactée de chez le fameux voisin. Les officiers de police sont arrivés. Ils ont regardé le domicile, fouillé les alentours, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. Et en plus, l'enquête n'a rien donné car l'homme avait pris la fuite et donc n'avait pas pu être arrêté. Effectivement, les deux jeunes femmes n'avaient pas vu à quoi il ressemblait, donc la police en fait n'avait aucune information. C'est le lendemain, quand la journée est revenue, que là, le soleil faisait que l'atmosphère était nettement moins terrifiante, que les deux jeunes filles se sont rendues compte que leur téléphone avait été jeté dans la piscine. L'homme avait dû le faire pour éviter que les deux jeunes filles puissent contacter les polices de par quelconque moyen. Heureusement, cette histoire s'est bien finie. On espère fortement, je pense que vous serez d'accord avec moi, pour que cet homme ait été arrêté, peut-être vis-à-vis d'une autre affaire. Quoi qu'il en soit, on peut se poser la question sur quelles étaient les intentions de cet homme. Ça reste assez flou, mais je pense qu'on peut écarter la théorie du cambriolage. Car pourquoi chercher à traquer les deux jeunes filles si on ne veut que voler des objets de valeur? L'homme aurait pu en profiter pendant que les deux jeunes filles étaient enfermées pour voler des choses. Là, il ne l'a pas fait, donc on peut penser que sa cible, c'était Annie et Tiffany. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous raconter le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Maïva. Maïva nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée d'environ 9 ans. Elle habitait pas très loin de l'école primaire qu'elle fréquentait, et donc elle avait pour habitude, généralement, de faire le trajet à pied et de revenir de l'école accompagnée de sa grande sœur. Un jour, elle a eu une activité extrascolaire qui a fait qu'elle était rentrée un peu plus tard que d'habitude, vers 17h30. En plus de la pénombre de la nuit, il avait beaucoup neigé, et il neigeait encore beaucoup. Il y avait comme une sorte de tempête de neige. Donc Maïva s'était habillée pour les circonstances. Ayant fini plus tard, sa sœur n'était pas rentrée avec elle. Maïva essayait de se frayer un chemin au travers de la neige. Et à un moment donné, elle est arrivée au coin de la rue où elle habitait. Et c'est là qu'un homme, complètement vêtu de noir, qui est sorti de nulle part, a posé sa main sur l'épaule de Maïva. Il lui a demandé s'il pouvait l'aider à déblayer la neige sur sa voiture qui se trouvait dans la cour arrière de son domicile. Bien sûr, Maïva est surprise et elle est timide, donc elle répond en bafouillant un peu qu'elle ne peut pas et que ses parents l'attendent. L'homme lui répond qu'il lui donnera de l'argent si elle l'aide, et par l'attrait de cet argent, elle se dit que ça lui fera un peu d'argent de poche. Maïva accepte. L'homme demande à Maïva de passer devant. Donc Maïva traverse une porte avant l'homme, porte qui est censée mener vers la cour arrière de la maison de l'individu. Sauf que, en arrivant là où est censé être le véhicule, elle se rend compte d'une chose. Il n'y a pas de voiture. Maïva se pose mille et une questions, et c'est là qu'elle entend l'homme derrière verrouiller la porte. Et l'homme lui dit « Tu ne veux pas qu'on prenne un chocolat chaud avant de s'y mettre ?» Là, Maïva comprend qu'elle est dans la mouise. Elle répond que finalement, elle doit y aller maintenant, qu'elle avait oublié qu'elle était en fait attendue, et c'est là que les choses ont pris une tournure absolument affreuse. L'homme s'est rapproché précipitamment de Maïva et lui a mis une gifle. Il lui dit « Tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières ». Et avec un sourire et une voix extrêmement malsaine, l'homme ajoute que si ses parents ne lui ont pas appris, lui s'en chargera. L'homme attrape Maïva par le bras, il la force à se diriger vers l'entrée de sa maison. Maïva, elle, apeurée, hurle de toutes ses forces et elle arrive, à force de se débattre, à se libérer de son emprise. Maïva cherche à fuir, mais elle se demande comment. La porte qu'elle avait empruntée était verrouillée. Elle ne peut pas courir à vive allure étant emmitouflée dans des vêtements. Et c'est là que l'homme, lui, rit de la situation. Il rit de voir Maïva complètement paniquée, cherchant son salut. L'homme se saisit d'une pelle et essaye de frapper Maïva. Maïva arrive à esquiver le coup de justesse. Et dans un dernier acte d'espoir, Maïva escalade la clôture de l'homme et arrive à se retrouver chez le voisin. Le voisin n'avait pas
de porte qui permettait de verrouiller l'accès à la rue, donc elle arrive à retrouver la ruelle. Elle court de toutes ses forces, aussi rapidement que possible. À un moment donné, elle se retourne juste avant d'arriver chez elle et elle voit que l'homme avec la pelle est en train de la suivre très calmement. Maïva arrive à rentrer chez elle, sa sœur lui a ouvert rapidement la porte. Cette grande sœur voit Maïva complètement apeurée, donc elle lui demande ce qu'il se passe. Maïva, elle, a du mal à reprendre son souffle, donc elle ne dit rien encore. Et c'est quand Maïva voit sa mère que l'aile lui saute au cou et qu'elle lâche toutes les larmes de son corps. C'est là que Maïva va expliquer ce qu'il s'est passé. Elle va parler de l'homme qui était au bout de la rue. Sa maman, extrêmement en colère, pas contre Maïva mais contre l'individu qui a voulu faire du mal à sa fille, va réveiller son père. Son père lui aussi est extrêmement en colère. Il prend son manteau, un couteau et il sort. La police a été appelée. Le père n'avait pas fait de mal à l'individu et Maïva ne sait pas ce qu'il s'est passé. On n'a pas voulu lui dire ce qui était advenu de la suite de cette histoire, que ce soit de la part de la police ou de ses parents, est tellement traumatisée de ce qu'il s'était passé. Maïva a passé le reste de son année scolaire à faire l'école à la maison. C'est 10 ans plus tard que, finalement, Maïva, étant plus âgée, a eu des révélations. Le père s'était rendu au domicile de l'individu extrêmement tordu. La porte qui avait été verrouillée, là ne l'était plus, et dans la maison, tout était en désordre. Il n'y avait qu'une musique assez glauque qui émanait d'un poste de radio. L'individu avait pris la fuite, mais les policiers ont quand même réussi à l'arrêter. Cet homme était quelqu'un qui était connu, qui avait déjà été incarcéré pour séquestration. Il était également enregistré comme étant un prédateur d'enfants. Il avait été libéré au préalable, ce qui fait qu'il était dehors pour bonne conduite. Mais là, au vu de la situation, il a été renvoyé en prison et sa peine a été augmentée. Une histoire qui, heureusement, termine bien. L'individu a été arrêté. Maïva, bien que ces moments aient été traumatisants, va bien. Et c'est tout ce qu'on pouvait souhaiter pour la fin de cette histoire. Dans ce nouveau partage, je vais vous présenter ce qu'a raconté Lisa. Lisa nous dit qu'elle était âgée d'environ 13 ans au moment des faits. Elle avait passé une grande partie de sa vie à l'époque à Paris et par amour, sa maman a déménagé dans la maison du beau-père de Lisa qui avait déjà 2 enfants dans la même tranche d'âge qu'elle dans le sud-ouest de la France, dans une maison au milieu de la forêt, grande maison. Et alors que Lisa était âgée de peut-être 15 ans, son beau-père et sa mère sont partis en voyage en couple pour essayer de raviver un peu leur flamme amoureuse. Les enfants, eux, étaient autonomes, donc ça ne posait pas de problème de les laisser seuls. Et donc, ayant la maison pour les enfants, la fille la plus âgée, donc une des filles du beau-père de Lisa, organisait de temps en temps des soirées où, bien sûr, les autres enfants étaient conviés. Le lendemain d'une soirée, tout le monde s'était mis à ranger, les invités étaient partis, la soirée avait été bonne, tout le monde était fatigué, donc une fois le logement rangé, là les enfants se sont posés devant la télévision. Elle nous dit qu'étant jeune, les enfants avaient pour habitude de fumer un peu, sauf le plus jeune. Et ce que les enfants faisaient, c'est qu'ils se mettaient tous dans un lit, ils fumaient ensemble avant d'aller chacun de leur lit pour se coucher. Et à un moment donné, le plus jeune des enfants s'est rendu compte qu'il avait laissé son téléphone au rez-de-chaussée. Il descend donc le chercher, et au bout de quelques minutes, celui qui avait perdu son téléphone appelle ceux qui sont à l'étage. Bon, les enfants qui sont à l'étage, dont Lisa, sont quelque peu énervés. Ils se disent pourquoi ils nous appellent alors qu'on est littéralement au-dessus. Donc ils décrochent, mais aucune voix ne se fait entendre. Donc, encore curieux et ayant aussi la flemme de descendre, Lisa envoie un message à celui qui était en bas. Celui qui était en bas répond. Il dit « Ne faites aucun bruit ». Bon, ceux qui sont en haut comprennent absolument pas ce qu'il se passe, donc ils ne font pas aucun bruit, ils se mettent à chuchoter. Et peut-être quelques minutes après, 2 à peine, là, un nouveau message est reçu, et cette fois-ci, on demande à Lisa et aux autres de regarder par la fenêtre s'il y a bien quelqu'un sur la terrasse. Il faut savoir que les enfants venaient de regarder un film d'horreur, donc Lisa se dit que potentiellement il fait juste une blague. Mais c'est quand un énorme bruit venant de l'extérieur se fait entendre que là, Lisa et ceux qui sont à l'étage se précipitent à la fenêtre. Effectivement, il y avait 2 hommes, dont un avec un couteau de cuisine dans la main. Lisa entend un homme qui hurle et l'autre qui dit assez fort « Je te jure, hier ils étaient là, on aurait pu avoir les 3. » Le petit frère, lui, qui était au rez-de-chaussée, était parti se planquer dans les toilettes, là où il n'y avait pas de fenêtre. Il s'est endormi dans les toilettes, le temps de la nuit passant. Ceux à l'étage, eux, sont restés cachés aussi. Et c'est tôt le matin que là, les enfants ont appelé la police. Les parents aussi ont été contactés, ils sont entrés de suite. On peut se demander pourquoi autant de temps a été mis pour contacter les forces de police. Il faut bien se dire que là, on a affaire à des personnes d'un jeune âge qui n'ont pas les automatismes qu'un adulte pourrait avoir. Eux ont d'abord pensé à leur sécurité, à ne pas faire de bruit, faire comme s'ils n'existaient pas, plutôt que d'appeler la police. Ce n'est pas quelque chose auquel ils ont pensé sur le moment. Je pense que en se mettant à la place de personnes aussi jeunes, on peut le comprendre. La police est donc venue sur place, des traces d'effraction avaient été trouvées, mais les hommes, eux,
n'ont jamais été retrouvés. Étant dans la pénombre de la nuit, les enfants qui les ont aperçus n'ont pas vu de traits physiques distinctifs. Et en plus, la maison n'était pas équipée de caméras, donc à part la parole des enfants et les preuves qu'il y avait bien des personnes, il n'y a rien d'autre. Lisa explique qu'elle a fait des cauchemars de cette soirée pendant des années. Elle se demande ce que ces individus leur voulaient, mais elle pense assez fortement que l'objectif de ces individus était les enfants qui étaient seuls à la maison. Moi aussi j'ai une histoire. Nous étions un soir, je me suis réveillé de ma sieste et j'avais faim. Et c'est là que j'ai bu quelque chose qui m'a horrifié. Ma gamelle était vide. Alors j'ai crié, mais mon humain dormait lui aussi. J'ai patienté, dans la faim, l'attente et l'oubli, que ma gamelle se remplisse. Je sais, c'est effrayant. C'est vrai que ça fait peur. Dans cette histoire, je vais vous présenter ce qu'a raconté Danny. Danny nous dit que son histoire se déroule au cours de l'année 2010. Lui avait 6 ans et il avait à ce moment-là un petit frère qui lui était âgé de 4 ans. Un jour, toute la famille s'est dit qu'ils allaient visiter le centre de la ville de Toulouse. La visite s'est plutôt bien passée. Généralement, ce que la famille faisait, c'était se promener dans les rues commerçantes et à un moment donné, elle est arrivée au bout de la rue qu'elle avait visité. La maman, à un moment donné, s'est arrêtée devant un magasin de vêtements pour enfants. Elle voulait voir les vêtements pour Danny et son petit frère. Les enfants, eux, c'était pas forcément quelque chose qui les intéressait énormément. Donc, s'ennuyant, ils ont demandé à leur papa s'ils pouvaient sortir pour profiter un peu de l'air. À la surprise des enfants, le père a accepté. Il a quand même dit, vous allez pas loin, vous restez devant le magasin, mais sinon, il a dit ok pour que les enfants aillent dehors. Donc, Danny et son frère jouent tranquillement, et c'est là que Danny aperçoit un homme qui marche dans la direction des enfants. Il se trouve encore à quelques mètres. Danny dit que cet homme-là, bien qu'il y avait quelques passants dans la rue, il l'a remarqué, il a attiré son attention. Et c'est avec le recul aujourd'hui que Danny sait pourquoi. En fait, cet homme ne marchait pas droit, comme s'il était alcoolisé, il avait des vêtements très sales, il semblait parler ou rire tout seul. Et en plus de ça, les gens qui étaient autour de lui, vous avez probablement déjà vu ce type de réaction, peut-être que vous-même vous l'avez. Quand on voit quelqu'un qui ne semble pas très net, on a tendance à s'en éloigner un peu, à garder une certaine distance. Bah là, dans cette situation, c'est ce qu'il y avait. Donc, bien sûr, voyant que cet homme arrive à proximité de lui et de son frère, Danny, il n'est pas à l'aise. Danny sait qu'il va y avoir interaction, donc il attrape la main de son petit frère pour le rassurer. Et effectivement, Danny avait bien raison. L'homme fait un signe de la main aux enfants et il commence à leur poser des questions. Comme s'il entamait en fait une conversation banale. Danny, il a extrêmement peur parce qu'en face de lui, il a quand même un homme qui le terrifie intérieurement. Il essaye de garder son sang-froid. L'homme lui dit « n'aie pas peur ». Et généralement, quand on dit ça, c'est tout l'inverse qui se produit. Et finalement, l'homme en vient à une dernière question. Il dit « est-ce que vous êtes perdu ?» Danny répond que non, que ses parents sont dans le magasin. Et encore une fois, l'homme entame d'autres questions. Il dit « mais pourquoi ils vous ont laissé dehors ?» Enfin vraiment, il devient assez intrusif. Et c'est là que cet individu va avoir des propositions assez particulières. Il va dire aux enfants « venez, allons un peu plus loin, vos parents ne diront rien si on part quelques instants ». Et c'est là qu'il commence à se rapprocher de Danny et son petit frère comme s'il voulait les forcer à partir. Et c'est là que le père de Danny sort du magasin. En fait, dans le magasin, il y avait une énorme baie vitrée, donc on voyait très bien ce qu'il y avait dehors. Et le père a vu que quelqu'un parlait à ses enfants, donc tout de suite, il est sorti et il a dit d'une voix imposante « qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme, là, a détourné le regard des enfants jusqu'au père, et tout de suite, Danny a constaté qu'il avait comme un air déçu. Et sans répondre, il est parti. Après cela, le père de famille a demandé à ses enfants de rentrer dans le magasin. Il voulait les avoir à l'œil et ça se comprend. Et finalement, il a expliqué à ses enfants que l'homme n'était probablement pas dangereux, mais ça, on ne peut pas en être sûr à 100%. Et il dit qu'en fait, c'était probablement un homme qui était malade ou qui avait consommé des substances. Le père de Danny fait passer toute la situation comme une situation un peu banale, quelque chose d'oubliable. Mais ce qui est fou, c'est que une dizaine d'années plus tard, Danny et son frère, eux, se souviennent encore, alors qu'ils sont bien plus vieux et que de l'eau a coulé sous les ponts, de cette fameuse journée. Et le truc, c'est que le père, lui aussi, s'en souvient. Donc, était-ce une situation aussi banale que ça? C'est pas sûr. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager ce que raconte Lucas. Lucas nous dit que les événements où se sont produits l'histoire se déroulent 1 an après son emménagement dans un appartement. Avec sa famille, il y avait ses 2 sœurs et ses parents. Pour contextualiser comment est agencé l'appartement, il nous dit qu'il y a une porte d'entrée qui donne directement sur un escalier. Au milieu d'escalier, là, ça donne sur le salon. Et c'est ici que les parents de Lucas dorment. Et à l'étage, là, il y a les chambres des enfants. Au moment des faits, on est en hiver, un samedi, le soir. Et les parents avaient invité
un de leurs amis à venir à la maison. La soirée se passe tranquillement et c'est vers minuit que Lucas s'est dit qu'il allait partir se coucher. Il va donc se laver les dents, dormir, etc. Il s'endort, mais à 5 heures du matin, il se réveille. Mais il se réveille pas parce que il a eu une bonne nuit de sommeil, non, il se réveille parce qu'il a un malaise. En lui, ce malaise, c'est la sensation d'être observé. Il ouvre donc les yeux et il voit qu'il y a quelqu'un devant son lit. Tout de suite, Lucas se dit une chose, paralysie du sommeil. Mais il sait que ce n'est pas une parce qu'il arrive à bouger et instinctivement, il plonge sa main dans son sac qui était juste à côté de son lit, un sac où il avait ses affaires d'art et à l'intérieur, il avait quelque chose pour se défendre, c'est-à-dire un cutter. Il prend donc cette arme, il se redresse sur son lit et là, il voit que la personne qui était devant lui, il ne voit qu'une silhouette, se retourne gentiment et il part en direction des escaliers. De ce qu'arrive à discerner Lucas une fois que ses yeux se sont habitués à la pénombre, c'est que l'homme semblait petit et en short sans t-shirt, ce qui est une tenue extrêmement particulière quand on est en hiver et surtout de nuit. Il pense voir que la personne est rousse, donc Lucas se dit que peut-être ce qu'il a vu c'était pas un intrus, mais sa sœur qui elle-même est rousse. Donc Lucas se précipite pour en être sûr dans la chambre de ses sœurs, mais le pire pour lui se confirme, c'était pas une de ses sœurs car elles sont toutes les deux tranquillement en train de dormir à point fermé. Lucas avance donc prudemment ensuite dans les escaliers et il a bel et bien ici la confirmation que quelqu'un s'est introduit chez lui car la porte d'entrée est grande ouverte. Lucas retourne dans sa chambre, il va prendre une lampe et il décide de faire le tour de chez lui pour voir s'il n'y a pas autre chose qui est anormal. Peut-être l'homme est toujours là, peut-être qu'il y a un bordel qui a été fait parce que c'est un cambriolage. En tout cas, il lui jette un coup d'œil. Il referme bien sûr la porte d'entrée et ensuite il va s'asseoir sur un canapé pour reprendre ses esprits. La nuit passe, Lucas lui ne ferme pas l'œil, ce qui se comprend, et le lendemain donc, il raconte à ses parents ce qu'il a vu pendant la nuit. Tout le monde rigole, personne ne croit Lucas, ce qui en soi ne le surprend pas parce que aucun objet de valeur ne semble avoir été pris, donc rien à part le témoignage de Lucas ne prouve qu'il y avait quelqu'un. Les parents essayent de rassurer Lucas en lui disant que c'est peut-être l'ami qui avait été invité, qui était parti et qui avait laissé la porte ouverte mais qu'il n'y avait nullement un intrus dans la maison. Donc la journée du dimanche se passe ensuite. Lucas lui a beaucoup repensé à toutes ces histoires. Il a pas dormi quasiment de la nuit donc il était fatigué, mais au moment d'aller se coucher le soir il s'est juste assuré, petite paranoïa qui a été déclenchée à raison, que la porte d'entrée était bel et bien fermée. Et le lendemain, quand il allait à l'école, eh bien il en est pas sûr, mais il pense avoir recroisé pas très loin de chez lui dans la rue, alors qu'il allait prendre le bus. Très tôt, il était avant 6 heures parce que Lucas ne vivait pas là où il y avait son école. Il a croisé un individu qui avait des traits qui ressemblaient énormément à ceux de l'homme qui était dans sa chambre la nuit du samedi soir. Est-ce que c'était lui? Lucas n'en est pas sûr à 100%, mais quand il l'a croisé, ça lui a fait un choc. Donc est-ce que cet homme était bel et bien l'intrus? Peut-être. Qu'est-ce qu'il voulait? Ça, c'est assez difficile à dire. Je suis pas sûr qu'il voulait du mal forcément à ceux qui étaient dans la maison. Peut-être un sans-abri qui a vu la maison ouverte, qui est rentré comme ça. Je sais pas trop. Cette histoire, elle est un peu mystérieuse. Dans cette nouvelle histoire, qui est assez particulière, parce que l'histoire ne se passe pas directement en France, mais est vécue par des francophones, des Françaises. C'est une histoire qui a été racontée par quelqu'un que nous appellerons Mila. Mila et sa meilleure amie, qui s'appelait aussi Mila. Dans l'histoire, elles ont toutes les deux le même prénom, du coup je fais pareil. Pour Halloween, elles se sont dit qu'elles allaient partir en voyage, faire un petit séjour à Londres. Elle ne comptait pas rester longtemps, mais avec sa meilleure amie, qu'elle connaît depuis une vingtaine d'années maintenant, elles se disent que ça pourrait être vachement cool de faire Halloween dans un autre pays. Bon, pour partir, il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, le transport et en plus de ça, le logement. Les filles n'ont pas beaucoup d'argent, du coup, elles décident de partir sur un Airbnb. Elles essayent de joindre le pas cher, mais aussi le côté pratique. Donc, elles prennent le moins cher qui se trouve vraiment le moins éloigné du centre. Et ce fameux logement se trouve dans un quartier qui a une sinistre réputation. Ce quartier, c'est celui de Whitechapel, quartier où a sévi pendant un certain temps un certain tueur très peu connu qui s'appelle Jack l'Éventreur. C'est donc le 31 octobre, vers 11h à peu près, que les deux jeunes filles arrivent sur place. Le logement qui devait être occupé était un logement de ce que dit Mila, typiquement anglais, c'est-à-dire qu'il y avait la porte d'entrée qui donnait sur un escalier qui lui montait et ensuite menait vers les pièces de vie. Et déjà, en arrivant, il y a quelque chose qui a un peu mis mal à l'aise les deux jeunes filles, c'est que le logement n'était pas fermé à clé.
on peut se dire que le propriétaire avait laissé le logement ouvert pour que les deux jeunes filles puissent rentrer. Mais ça reste bizarre quand même. Des fois, il y a quand même des systèmes pour récupérer des clés. Là, c'est pas ce qui semblait avoir été fait. Mila et Mila, donc Mila au carré, rentrent dans le logement et en arrivant dans le salon, il y a une note sur une table, une note qui vient du propriétaire qui dit « Vous avez la chambre numéro 3 ». Là, les filles comprennent pas. Elles n'ont pas forcément vu sur le site internet de mention concernant le fait que le logement était un logement qui devait être partagé. Les filles font un tour du logement. Effectivement, il y a plusieurs chambres. La 3, la 2, la 1. La 3 est ouverte, mais les deux autres sont fermées. Curieuse quand même, et assez dérangée de se dire qu'elles vont partager le logement, Mila envoie un message au propriétaire, et en fait le propriétaire explique que pendant la semaine où les deux filles seront dans le logement, en fait il y aura qu'elles. Mais qu'habituellement, oui, le logement peut être partagé. Les filles posent leurs valises, rassurées, et elles décident ensuite d'aller faire une petite balade qui s'est éternisée parce qu'elles sont rentrées finalement à 22h30. Sauf que, en arrivant de nouveau au logement, elles constatent au travers de la fenêtre que les lumières à l'intérieur de l'appartement, de la maison, sont allumées, alors qu'elles sont sûres et certaines de les avoir éteintes en partant. Autre point, la porte d'entrée est encore une fois ouverte. Pas grande ouverte, mais déverrouillée. Donc là, il y a un malaise. Les filles en sont sûres, c'est impossible qu'elles aient oublié d'un côté d'éteindre les lumières et de l'autre côté de ne pas verrouiller la porte. Bon, elles essayent de relativiser, de se calmer un peu. Peut-être, selon elles, que c'est le propriétaire qui est passé, faire un peu le ménage, chercher quelque chose, qui sait. Les deux filles rentrent dans la maison et, encore une fois, il y a le malaise. Tout est allumé, mais on sent que la maison est vide, il n'y a pas de vie. Un peu inquiètes, elles vont dans leur chambre. Elles se disent que peut-être quelqu'un touche à leurs affaires, mais non, ça va. Les valises sont bien là et n'ont pas été touchées. Donc là, la tension redescend un peu. L'amie de celle qui raconte l'histoire, donc Mila, va prendre une douche. Et la douche, elle, est assez éloignée des pièces de vie. La douche est au premier étage. Quand on est au deuxième, on n'entend pas du tout ce qu'il y a au premier étage. Et quelques minutes seulement après que l'amie de Mila soit partie se toucher, notre amie entend un rire féminin. Au début, pas de stress. Celle qui est partie à la douche avait commencé à appeler quelqu'un en partant, donc Mila se dit que c'est probablement elle. Mila se lève donc du lit où elle s'était installée, elle va voir dans le couloir et elle appelle son amie pour lui demander ce qui se passe. Mais pas de réponse. Mila n'entend absolument rien dans le logement. Mila se remet donc dans le lit pensant que ce n'est rien, mais une fois qu'elle s'assoit, elle entend encore une fois un rire. Mais là, elle arrive à déterminer la provenance du rire. Et en fait, ça vient de la chambre qui est en face, celle que les filles occupent. Une chambre qui n'est pas censée être utilisée. Mila s'inquiète un peu, elle envoie un SMS à son amie et elle voit quelque chose, car elle est intriguée par la situation, c'est qu'elle voit, avec l'interstice qu'il y a sous la porte de la chambre qui est fermée, que la lumière s'allume et s'éteint, alors que jusqu'à présent, la lumière avait été constamment éteinte. La Mila sent la tension revenir. Donc, elle s'en va. Elle va dans la salle de bain pour expliquer à son amie ce qu'il se passe. Et ensemble, elles se posent au niveau de l'escalier pour essayer d'écouter le moindre bruit. Pendant un moment, elles n'entendent absolument rien. Mais ça, seulement pendant un moment. Car au bout d'une certaine attente, elles entendent un chuchotement. Pour les filles, c'en est trop. L'amie va chercher un couteau dans la cuisine. Elle est prête à en découdre. Et Mila, elle, essaye de voir quel est le numéro de la police au Royaume-Uni. Mila n'a même pas eu le temps de finir de trouver le numéro de la police que là, la porte d'où venaient les fameux sons s'ouvre. Et ce qu'il en sort, c'est quelque chose à laquelle Mila et son amie ne s'attendaient pas. Un couple qui sort comme si de rien n'était. Mila et sa pote sont complètement désemparées. Elles ne comprennent pas ce que le couple fait là. Le couple ne comprend pas non plus pourquoi il y en a une qui a l'air apeurée sur son téléphone et l'autre qui a un couteau dans les mains et qui les regarde. Donc confus, tous appellent le propriétaire et en fait la situation est très bête. Le couple devait voyager à Londres. Ils ont décidé de décaler leur date de voyage. Le propriétaire a dit que c'était ok. Et en fait, il a tout simplement pas prévenu Mila et sa pote que quelqu'un allait venir dans le logement. Comme quoi, il faut prévenir les gens quand il y a des changements de dernière minute parce que ça pourrait éviter qu'un drame se produise. Si jamais la pote de Mila avec son couteau avait eu le sang un peu plus chaud, elle aurait pu faire quelque chose de terrible. Donc bon, on peut s'accorder sur le fait que toute cette histoire c'est la faute du proprio. On n'allait pas dans son Airbnb. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter ce que nous raconte Lucie. Cette histoire s'est passée il y a, selon ce qu'elle dit, 4 ans, sur 2 périodes différentes. La première, c'était pendant les vacances de Pâques. Elle était en vacances chez sa cousine qui avait à peu près 1 an de moins qu'elle. Il faisait un jour que Lucie était là-bas extrêmement beau, donc les 2 filles ont décidé de sortir. Elles se sont dit qu'elles allaient acheter des bonbons et ensuite manger gentiment dans un parc. Finalement, après avoir acheté les bonbons, les filles décident, ayant un peu faim,
étant un peu gourmande, de manger les bonbons plus tôt parce que le parc était à 20 minutes à pied. Donc elle se pose sur les marges d'une église et commence à déguster leurs friandises. Pendant qu'elle grignote, elle regarde un peu autour d'elle les passants, etc. Et c'est là qu'elles aperçoivent un homme qui est allongé sur le sol. Il était là comme s'il bronzait. Rien ne semblait inhabituel en vrai parce que l'homme en fait était dans un jardin d'une maison sans clôture. Donc il était vraisemblablement sur sa propriété. Sauf que le temps a passé un petit peu, les filles avaient repris leur petit commérage, elles regardaient à droite à gauche. À un moment donné, la cousine de Lucie lui a tapé le bras en lui disant « Regarde, l'homme qui était allongé dans ce qui semblait être son jardin était maintenant debout et à quelques mètres seulement des deux jeunes filles. » Là, l'instinct de Lucie lui dit de partir. Donc là, c'est ce qu'elles font. Elles avaient des trottinettes, donc elles se sont précipitées jusqu'aux trottinettes. Elles sont rentrées à la maison en 4e vitesse. En rentrant, là, la tension est redescendue directement. Elles se sentent en sécurité. Donc elles se sont dit que peut-être elles avaient exagéré et que l'homme n'était pas dangereux ou quoi que ce soit. Elles se disaient, elles étaient petites, qu'il était peut-être schizophrène, mais au final, sachant qu'il ne s'est rien passé à ce moment-là, elles se disent surtout en fait qu'elles ont été probablement un peu trop paranoïaques. Donc là, le temps continue. Après tout ça, Lucie est rentrée chez elle et elle est retournée chez sa cousine pour les vacances d'Halloween. Halloween, synonyme d'horreur, donc naturellement, les deux filles se rappellent cette histoire qui les avait effrayées. Le soir d'Halloween, elles se sont dit qu'elles allaient aller à une sorte de foire qui était à 15-20 minutes du domicile de la cousine. Et pour y aller, il fallait passer devant la maison où l'homme était allongé dans le jardin. Sur le trajet, les deux filles sont émerveillées parce qu'il y avait beaucoup de maisons qui étaient décorées en l'honneur d'Halloween. Et c'est là qu'elles arrivent devant la maison qui les avait marquées. Et sur la maison, il y a des bandeaux de police et des taches de sang sur les fenêtres. Lucie se dit, ah ouais, eux, ils ont pas rigolé sur la décoration d'Halloween. La cousine jette un petit coup d'œil et elle dit à Lucie, non mais ça, c'est pas des décorations d'Halloween. Ça semble bien vrai, trop réaliste. Les filles sont ensuite parties, elles ont fait leur truc. Et c'est bien plus tard que la cousine a appris ce qui s'était passé dans cette maison. En fait, dans la maison vivait un couple d'hommes. L'un d'entre eux était schizophrène et à un moment donné, cet homme schizophrène a commis un acte abominable. Il a assassiné son compagnon. Il a ensuite laissé mourir ses chiens de faim avant de se dénoncer après à la police. Il se trouve que la personne qui a commis tout cela allait voir un psy, mais à un moment donné, il a arrêté d'y aller. De son propre chef, son état mental s'est dégradé jusqu'à ce que ça arrive à un état qui a fait commettre tout ce qui s'est raconté. Je pense que dans cette histoire, vous vous demandiez où on allait au fur et à mesure de ce que je racontais, mais je pense que vous ne vous doutiez pas une seconde de la finalité des événements. Dans l'histoire que je vais vous présenter ici, je vais vous raconter ce qu'a partagé Anaïs. Elle dit qu'elle était partie dans le sud de la France avec des amis à l'occasion de son anniversaire. Nous sommes à la période des grandes vacances, donc ça peut être cool d'aller dans le sud de la France quand il fait beau et chaud. Et pour l'occasion un petit peu, les filles logent dans un hôtel qui était très grand. Le planning était de rester 2 semaines. Et donc, pour la réservation, elle avait donné ses coordonnées, numéro de téléphone, etc. Truc classique. Anaïs nous dit, dans son histoire, qu'elle partait avec 2 amies, mais que l'une d'entre elles devait arriver un peu plus tard que les autres. Le même jour, mais plus tard. C'est quelque chose qui a été signalé par Anaïs à ceux qui géraient l'hôtel. Elle a dit que quelqu'un allait passer. Et elle a bien dit quelqu'un, elle n'a pas dit une amie ou un ami. Et naturellement, quand l'ami devait arriver, elle allait prévenir Anaïs et celle qui était déjà là, qu'elle allait bientôt arriver, ou qu'elle était là. Donc Anaïs, elle, est arrivée à l'hôtel, elle s'est présentée à la réception, elle a donné son nom, et elle n'a pas trop fait attention à ce moment-là, mais elle l'a remarqué quand même qu'à côté d'elle, quand elle s'est enregistrée à l'hôtel, il y avait un homme qui était sur son téléphone. Et environ 1 heure après s'être installé dans sa chambre, quelqu'un toque à sa porte. C'est son ami qui se dirige vers la porte, et elle regarde toujours au travers du Judas. Elle dit que c'est un homme qui tient des serviettes qui a toqué à la porte. Donc naturellement ici, on pense que c'est un employé. Et je dis on pense et déjà ça commence à vous mener vers quelque chose. Les filles ouvrent la porte. L'homme ne dit pas bonjour, il n'explique pas la raison de sa présence, il va directement dans la salle de bain. Bon, les filles, elles se laissent pas intimider par ça, elles se disent que peut-être l'employé est aujourd'hui fatigué. Enfin quoi qu'il en soit, elles en font pas un drame. Mais le temps passe, une dizaine de minutes et l'homme n'en sort toujours pas. On pouvait se dire qu'il venait peut-être changer des serviettes, mais là, quand même, ça fait sacrément long. Les filles demandent à l'homme enfermé dans la salle de bain si tout va bien. L'homme ne répond pas, il sort juste. Le temps passe un petit peu, on est toujours à la même journée. Là, l'amie d'Anaïs les appelle. Elle les appelle pour dire qu'elle est d'une part ici, mais d'autre part, qu'elle a un problème parce qu'elle est à la réception. Et
En fait, la personne à la réception ne veut pas laisser l'ami aller dans la chambre qu'elle est censée occuper avec Anaïs et l'autre ami qui était déjà là. Et la raison, c'est que quelqu'un est déjà venu pour demander le numéro de chambre et s'est présenté comme étant le fameux ami. Et c'est là que tout commence à faire sens dans la tête d'Anaïs. C'est qu'en fait, l'homme qui est venu dans la chambre s'est présenté comme étant le fameux ami à la réception pour avoir accès au numéro de chambre, alors que ce n'était clairement pas lui. Donc Anaïs est allée chercher son ami pour qu'elle puisse monter. Elle a expliqué la situation, que l'ami qui est arrivé, c'était bien celle qui était attendue. Et une fois les 3 filles dans la chambre, elles ont fouillé à la salle de bain se disant qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et elles ont très bien fait, parce qu'entre 2 serviettes que l'homme avait placées, il y avait une caméra. Cet homme avait pour intention de filmer les jeunes filles dans leurs moments les plus intimes, c'est-à-dire quand elles allaient aux toilettes, se doucher, etc. C'était clairement un voyeur. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que les filles étaient très jeunes. Anaïs, elle, était justement venue dans le sud de la France pour fêter ses 18 ans. Donc on a affaire à un homme sacrément malsain. Les filles ont enlevé les caméras, tout retiré, etc. Ils ont apporté le tout à la réception. La réception a dit qu'ils allaient s'occuper de cette histoire et les filles, eux, n'ont pas eu de nouvelles concernant ce qu'il était devenu de l'individu. Est-ce qu'il a été viré de l'hôtel parce qu'on connaissait son nom? Est-ce que la police a été prévenue? Ça relève du mystère. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 10 histoires. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Pour moi, c'était un plaisir de vous les partager. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Faites-le, c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour me partager une histoire effrayante qui vous est arrivée. Vous l'avez vu dans cette vidéo, on a vraiment des histoires de tout type. Tant que vous, ça vous a effrayé, c'est le principal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour moi, c'était un plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!